s'il peut être vu et s'il peut générer des moments où les gens se rassemblent et rigolent, c'est merveilleux. En fait, c'est quand même l'idée, c'est quand même de rassembler des gens, qu'il se passe des choses dans la salle. Si ça peut être le cas pour le Papa Mobile, moi j'en serais ravi. Hein. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Papa Mobile, c'est paradoxalement le film dont on a le plus parlé cet été et qui, dans le même temps, a peut-être fait le moins d'entrées. Sylvain Estibal, son réalisateur, nous fait l'honneur d'être présent pour la reprise de TCS pour évoquer cette aventure. Bonjour Sylvain Estibal, comment vous allez ? Bonjour, ça va, ça va. L'été a été un petit peu chaud, j'ai pris une petite insolation vers la mi-août, mais ça va mieux. Bah ouais. Pour rien vous cacher, vous devez vous en douter, on n'avait pas forcément prévu de mettre l'accent sur Papa Mobile pour notre première émission de l'année, mais il nous a semblé nécessaire de le faire pour remettre les points sur les i une bonne fois pour toutes, puisqu'on a entendu énormément de choses autour de votre long métrage. Alors on va reprendre dans l'ordre des choses déjà. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, Sylvain Estibal, vous êtes la personne derrière le succès surprise de 2011, Le Cochon de Gaza, film qui vous a permis de remporter le César du meilleur premier film. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on ait dû attendre 14 ans entre votre premier et votre second film ? Bonne question. Les difficultés de monter des films en France. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai eu un autre projet que j'ai essayé de faire dans les années qui ont suivi, et que j'ai pas réussi à financer. Et ensuite, j'ai une autre vie parallèle, c'est que je suis aussi journaliste à l'AFP et j'ai eu la possibilité de partir au Mexique en fait pour un poste. Et en fait, j'ai décidé de partir. Et donc, je suis parti 5 ans au Mexique. D'où est née l'idée de Papa Mobile. Et puis après, il y a eu la difficulté à monter Papa Mobile lui-même. Mais disons que voilà, ça a été aussi, c'est aussi du fait de mes autres activités que j'ai mis autant de temps. Ouais, parce qu'on se dit automatiquement qu'un César, ça va lancer aussi une carrière. Est-ce que vous étiez dit ça à cette époque ? Pas vraiment, mais j'ai vu que c'est pas totalement vrai non plus, quoi. Moi, j'ai perdu mon producteur de Cochon de Gaza dans la foulée. Enfin, il a eu des soucis, il a arrêté son activité. Du coup, après, il a fallu retrouver un producteur, rétablir une relation de confiance. Et tout ça ne se fait pas si facilement autour d'un nouveau projet. Chaque fois, c'est le projet qui est quand même analysé en détail et pas forcément le fait qu'on ait eu un César. Donc, je suis pas sûr que ça aide autant qu'on imagine. En tout cas, pour en faire un deuxième, je trouve. Là, j'ai envie de dire que j'espère que le fait d'en avoir un va m'aider à faire un troisième après Papa Mobile. C'est un peu voilà, je me dis, si les gens se disent, il a fait un film qui a été très peu exposé, etc., peut-être qu'ils se diront, il a aussi eu un César. Donc, j'espère que là, il va m'aider le César. Mais jusqu'à présent, honnêtement, j'ai pas senti une aide énorme, en fait. Bon, on est arrivé au Mexique. Vous avez commencé à évoquer le début de ma question qui était quelle est la genèse de Papa Mobile, ce film que vous avez coécrit avec Mariama Tekaya, c'est l'actrice principale du film. Comment elle est née l'idée du film ? Myriam Tekaya. Myriam. L'idée est née, c'est elle qui me l'a un peu suggéré, c'est qu'en 2016, le pape François a fait un voyage au Mexique, et un grand voyage, et dans ces étapes, il a prévu d'aller à Ciudad Juárez, qui était vraiment un sujet d'étonnement pour tous, parce que c'était une ville qui était considérée la ville la plus dangereuse au monde il y a 20 ans. C'était la capitale du crime, qui est à la frontière nord du Mexique, près des États-Unis, une ville extrêmement dangereuse où il y avait des luttes entre les cartels de drogue, et donc c'était très surprenant qu'il aille là-bas. Et donc l'idée est partie de là. Elle m'a dit, imagine s'il se faisait enlever, et puis après, du coup, le scénario est parti de ce fait réel, de sa visite, la visite du pape dans une ville dangereuse du Mexique. Et à partir de là, voilà, on s'est dit, qu'est-ce que ferait le Vatican s'il devait envoyer un pape là-bas, est-ce que ça serait le vrai ou pas? Voilà, on est parti sur l'idée qu'il y aurait un sosie pour une partie du voyage. Et c'est à l'écoute de ce pitch que Jean Bréa, le producteur du long métrage, il est arrivé sur le projet? Alors, oui, alors il avait adoré le Cochon de Gaza, et je l'avais su, j'avais eu un ami en commun qui me l'avait dit. Du coup, quand j'ai eu ce projet, je suis allé le voir, je lui ai pitché un peu l'idée, mais il a trouvé ça assez amusant, et puis on a commencé à travailler dessus, et puis à l'écrire, et puis voilà, après c'était très long le processus, parce que financer un film c'est compliqué, donc on a eu beaucoup de rejets un peu partout. Il s'est quand même battu pour que le film existe au final, mais ça a été très compliqué de la financer. On a réécrit pas mal de fois le scénario pour arriver à un format qui soit
qui puisse être financé et qui puisse plaire quand même à un certain nombre de gens qui financent. Et puis voilà, donc ça a pris effectivement beaucoup de temps. Ouais. Après, entre-temps, j'ai aussi écrit un roman sur les disparus au Mexique, chez Actes Sud. J'ai fait d'autres choses aussi. J'ai pas fait que du cinéma. Et Jean Bréa, c'est finalement lui après qui met le feu aux poudres en déclarant à la sortie du film dans les colonnes du Canard enchaîné le mois dernier. J'avoue, je cite, j'avoue, c'est raté, c'est une comédie pas drôle selon la plupart de ceux qui l'ont vu, ça arrive dans le métier. Alors vous, c'était quoi votre réaction quand vous avez découvert cet article ? C'était l'étonnement, hein, la surprise totale. Je ne m'attendais pas du tout à ça, évidemment. Donc l'incompréhension aussi. Et puis voilà, il faut l'encaisser, c'est quand même violent de prendre ça, même si dans l'article il disait aussi il y a plein de scènes très drôles, donc voilà, c'était un peu bizarre. Il disait à la fois que c'était raté et en même temps qu'il y avait plein de choses très drôles, donc c'était un peu antinomique, mais c'est vrai que la presse a retenu uniquement c'est raté, et le producteur qui dit ça le jour de la sortie, ce qui est totalement nouveau, qui n'est jamais arrivé, je pense. Donc, j'ai d'abord eu une incompréhension totale, et puis j'ai tout de suite voulu réagir, parce que l'article, il contenait beaucoup de choses qui n'étaient pas exactes. Je voulais quand même défendre le projet et défendre l'axe du film, qui était faire un film différent, décalé, qui peut plaire ou déplaire, mais qui a une originalité, qui veut artistiquement faire une sorte de différence par rapport aux comédies très traditionnelles. Donc, j'ai voulu rétablir ça en faisant un droit de réponse dans la foulée pour pas juste être, juste subir les coups, quoi, et commencer un peu à défendre les gens qui avaient travaillé sur le film, les acteurs, et puis le projet en lui-même. Justement, vous avez exercé ce droit de réponse sur X directement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sur le budget, les salaires de l'équipe, les potentiels aides ? Qu'est-ce que vous avez dû rectifier et qu'est-ce qui vous a manqué ? Enfin, comment vous avez répondu ? Ouais, l'attaque était un peu, à travers le film, c'était un peu attaqué les comédies françaises très bien financées, où les acteurs sont très bien payés, où où il y a beaucoup de moyens, beaucoup de fonds publics, et nous, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que Kat s'est mis en participation pour son salaire, moi aussi, Myriam Tekaya également. Il n'y a pas de fonds publics, il y avait une aide du CNC, une toute petite aide du CNC pour le développement au tout début du projet, mais il n'y a pas eu du tout de fonds comme les gens peuvent l'imaginer. Donc, je voulais rectifier ça, dire que c'était un film hors norme totalement, y compris dans le financement et dans le budget, 1,2 million, et non pas le chiffre qui avait été avancé, un budget très faible, en fait, pour le cinéma. Et surtout, un film comme ça qui parlait du Vatican, du Mexique, il y avait une traversée de l'Atlantique, il y avait des choses qui coûtent de l'argent au cinéma. Donc, je voulais rectifier et dire qu'on avait fait ce film un peu ambitieux, avec très peu de moyens, et qu'on avait assumé le manque de moyens dans la réalisation. Et que voilà, c'était vraiment pas le film standard ou la comédie qu'on peut imaginer, que les gens ont en tout cas imaginé, puisqu'ils ne l'avaient pas vu, ni la presse d'ailleurs. Donc je voulais rectifier ça immédiatement, dire que c'était vraiment un objet artistique, peut-être un ovni, mais c'était pas la comédie un peu facile peut-être, ou un peu paresseuse, on pourrait dire, que les gens imaginaient quand ils ont entendu parler de ce film. On va parler du tournage du film du coup en question. Donc vous deviez tourner à la Cinecittà à la base. Qu'est-ce que ça change de ne pas avoir pu tourner là-bas ? Disons, tu n'as pas les décors, les vrais décors du Vatican, parce qu'eux, ils ont vraiment toutes les reproductions à échelle réelle de tous les décors, donc la chapelle Sixtine, etc. Enfin, on peut faire quelque chose qui est vraiment très, très impressionnant à l'image. Donc ça veut dire trouver des décors qui pourraient faire le Vatican au Mexique, ce qui était quand même un challenge pas évident à relever. Et puis après, c'est une question de moyens à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, les costumes de cardinaux, je crois qu'on en avait 7 ou 8, je crois. Bon, voilà. Valait mieux pas les casser, valait mieux pas... Fallait pas les perdre. Donc, voilà, on n'a pas pu tourner dans une église, par exemple. On voulait tourner dans une église, mais en fait, pareil, pour des raisons de budget, de temps, on a fait... Il y a une scène dans une église qui se passe dans une salle. On voit que c'est pas vraiment une église. Bon, voilà, tous ces aspects-là. Le sous-marin, dont j'ai parlé un peu à quotidien, là, on avait une scène, finalement, on n'a pas pu la faire. On n'a pas pu aller au bord de la mer. Vous l'avez twisté, cette scène, du coup, parce qu'il y a ce passage où les deux chantent avec la mer. Ça, c'était... Voilà, normalement, c'était un vrai sous-marin. Donc, il y avait des scènes autour de cette arrivée au bord de la mer et cette montée dans un vrai sous-marin. Finalement, on n'a pas pu avoir le vrai sous-marin. On s'est dit, on va faire une structure qui sort de l'eau, qui ressemble à un sous-marin, et puis on va jouer avec ça. Finalement, on n'avait pas non plus les moyens de faire ça. Après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens non plus d'aller au bord de la mer, parce qu'en termes de tournage, ça allait être compliqué. On n'avait que 24 jours. On ne pouvait pas aller au bord de la mer, parce que le Mexique, c'est grand.
Du coup, on a annulé aussi la mer. Du coup, on a fait dans une salle à Mexico le supposé sous-marin, enfin le voyage dans le sous-marin. Donc, ça change totalement l'approche, évidemment. Donc voilà, il y a eu pas mal de petites histoires comme ça autour du film où finalement on a dû s'adapter au manque de moyens. Et moi, je me suis dit, de toute façon, on veut faire un film différent. Là, on va aller jusqu'au bout en fait de la démarche finalement et accepter le manque de moyens à tous les niveaux et jouer avec. Et du coup, voilà, cette scène en sous-marin, je l'ai transformée en une sorte de petite, comment dire, une scène un peu à la Joe Dassin où ils sont en train de, lui est en train de déclamer un peu sa flamme pour elle dans ce sous-marin qui est un peu décalé avec une image bleue, enfin un peu, il y a un côté un petit peu kitsch. Voilà, je me suis dit autant aller dans cette direction-là artistiquement. Donc à tous les niveaux, ça a été ça. Le désert mexicain, on n'a pas pu aller parce que c'était trop loin. Donc, on a tourné les scènes de désert pas très loin de Mexico, dans l'état d'Hidalgo. Donc, en plus, c'est la période des pluies, c'était assez sévère. Bref, on avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment ce qui était imaginé au début, mais on faisait avec. On s'est dit, bon, de toute façon, on fait un peu un ovni et allons-y comme ça. Ouais, parce que du coup, ce côté nanar, on le comprend dans ce que vous dites, qu'il n'était pas réellement là au tout début du projet et que c'est beaucoup le budget qui a fait que vous êtes parti dans cette direction. Mais le nanar, par essence, c'est quelque chose qui est souvent non voulu. Vous, c'était quoi votre directive donc, pour retrouver ce style nanar sans que ça sonne faux ? Nous, l'idée, c'est de faire vraiment une comédie décalée où on ne va pas forcément utiliser les codes de la comédie classique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des scènes qui dérangent, il peut y avoir des choses décalées. Par exemple, il y a une attaque de narco qui attaque avec un drone qui envoie de la sauce verte et pas du tout des balles. Donc voilà, on avait tout ça dans l'écriture qui était déjà un peu du côté du film décalé, un peu nanar dès le début. La nonne qui danse, enfin des choses un peu étranges qui pouvaient l'amener vers là, même si on l'avait pas clairement formulé. Moi, j'avais pas clairement formulé, je vais faire un nanar. Je voulais faire un film décalé, une comédie totalement décalée, où on sait pas trop dans quoi on est. Et voilà, le manque de moyens l'a amené davantage peut-être vers ce terme de nanar, mais c'est vrai que moi, c'était d'abord une comédie totalement décalée, un peu folle, qui était le projet initial. Et alors, l'ambiance sur le tournage, du coup, vous avez tourné pendant 24 jours, c'est ça ? Ouais. 24 jours. Quelle était l'ambiance du coup sur ce tournage-là, vu que vous manquiez de moyens? Est-ce que c'était quand même une bonne ambiance? Est-ce que vous étiez aussi content de ce que vous tourniez sur le moment? Alors, bonne question. C'est vrai que l'ambiance était très bonne. On a rigolé plein de fois. C'était détendu en fait. Sauf que c'est vrai qu'il y avait comme ce manque de moyens qui, sur certaines scènes, moi, me frustrait un peu parce que je voyais qu'on pouvait faire que deux prises, par exemple, d'un dialogue ou l'attaque du pape. On l'a tourné en gros une demi-journée dans une rue de Mexico qu'on a découvert en arrivant sur le place qu'il fallait l'ouvrir toutes les 20 minutes. Donc c'était un enfer. Toutes les 20 minutes, il fallait tout arrêter, laisser passer les voitures, redémarrer pour perdre du temps. Il n'y a pas meilleure solution. Donc ça, j'étais un peu frustré. Je voulais avoir plusieurs caméras pour l'enlèvement. J'en ai eu finalement pu en avoir qu'une. Donc on a dû... et puis la frustration était un petit peu avant aussi parce qu'on a eu une préparation très courte. Mais ça, bon, c'était un peu de notre fête à tous. Hein. On n'a eu que 4 semaines pour préparer le film sur place sans avoir les décors en arrivant. Enfin, il fallait trouver tous les acteurs, à part Cad et Myriam. Donc, c'était un énorme challenge. Et on a dû, par manque de moyens, une semaine avant le tournage, la production m'a demandé de réduire 10 pages du scénario. Ce qui est quand même, c'est énorme, 10 pages, c'est quand même 10 minutes de film. Donc, il fallait que j'enlève des scènes. Voilà. Donc, c'était un défi, d'autant qu'après, au final, au montage, il a fallu rallonger le film. Du coup, avec 10 pages en moins et rallonger du film, ça devient très compliqué. Donc, il y avait ces frustrations un peu sur le tournage, mais en même temps, l'ambiance était vraiment bonne. On a quand même bien rigolé. Cad a bien rigolé. Lui, il s'est vraiment amusé au tournage. Il nous a dit ce film, soit c'est culte, soit c'est une cata. Quand on a vu le manque de moyens. On avait une scène, par exemple, où ils jouent, comment ils sont dans une camionnette à glace et ils prennent de la glace. Bon, on est en montagne. On a découvert, il faisait quand même un peu chaud, et on a découvert que toutes les glaces avaient complètement fondu, il n'y avait absolument plus de glace, donc il y avait il y avait une sorte de liquide dans les bacs. Donc on a mis ça, ils ont tourné avec ça. En plus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de cornets de glace. Donc vraiment, j'ai dû leur dire, s'il vous plaît, arrêtez de les croquer, parce que là, la prochaine prise, on n'a plus du tout de cornets. Quoi. Donc il a dit, j'ai jamais tourné un film comme ça. Et soit c'est culte, soit c'est la cata. Tout était un peu comme ça. Il y avait beaucoup d'anecdotes très drôles qui nous ont fait rigoler. Il y avait une scène avec un crocodile. Moi, j'avais demandé un crocodile sur le plateau, et en fait, quand je suis arrivé, je vois une cage avec toute petite cage, vraiment pas la taille d'un crocodile. J'ai dit, il est où le crocodile? Ah, mais il est là-dedans. Je m'approche et en fait, je vois un crocodile vraiment petit, enfin
1,50 m, où nous on s'attendait à un vrai crocodile un peu impressionnant, quoi, parce qu'il doit faire peur dans le film. Et en fait, ils nous ont dit non, on a que ça. Donc le pauvre petit crocodile est sorti, il avait une patte en moins en plus, il penchait un peu de côté. Et puis on a dit mais on peut pas le mettre dans l'eau. Et nous on avait la moitié des scènes, c'était dans l'eau avec le crocodile. Et on a dit mais comment on va faire? Et non, on peut pas le mettre dans l'eau parce que si on le met dans l'eau, il va plonger au fond, on va pas le voir pendant 3 jours. Et nous en 3 jours on n'est plus là et c'est fini, quoi. Donc voilà, donc il a fallu improviser. On va faire des scènes où il n'est pas dans l'eau et on se débrouillera vaguement. Donc j'ai acheté une tête de crocodile télécommandée sur Amazon et on a mis un téléphone portable pour faire l'attaque du crocodile vu de derrière avec le V4 devant. Enfin, on a dû improviser des choses un peu comiques, voilà, qui allaient dans le côté un peu décalé du film. Mais voilà, c'était à la fois des surprises souvent drôles et en même temps, en termes de tournage, qui étaient quand même des complications en permanence. C'était l'improvisation un peu permanente. Vous n'avez pas un making-of ou quelqu'un qui fait le making-of pour voir tout ça? On a quelques images, mais ce que j'ai par contre, que j'aimerais bien un moment diffuser, c'est on a des scènes ratées qui sont hilarantes parce que du fait de moyens techniques qui ne marchent pas, donc le chef d'un cartel qui tire sur des ballons, les ballons n'explosent jamais au bon moment. À un moment, tout est, donc c'est laborieux, ça part dans tous les sens, c'est très très drôle à regarder. Donc moi, j'aimerais bien faire un petit montage à un moment de toutes les scènes où il y a eu des ratages un peu techniques. Il y a un moment la sauce verte qui est tirée sur des narcos, elle passe à côté du gars et le gars fait comme s'il avait été trucidé. Il y a plein de choses très drôles. On va essayer de faire un petit montage de ça et le diffuser à un moment. Je ne sais pas trop quand, mais on va essayer de faire ça. Oui, il faut aussi réécrire un livre un carnet de route en fait de ce tournage, si ça peut être une idée. Ouais, ça pourrait. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter. C'était une aventure un peu complètement décalée. Et puis moi, j'avais aussi un passé au Mexique où j'ai été journaliste et donc j'ai couvert des trucs beaucoup plus durs que le film en fait. Donc c'était assez. Voilà, j'ai une vision aussi du Mexique différente et le film a été un peu pour moi un exutoire aussi à tout ce que j'ai connu au Mexique qui était plus grave, on va dire. Mais là, c'était quand même de l'amusement, même si effectivement il y avait de la frustration par moment à pas pouvoir faire ce qu'on voulait, mais toujours en essayant de se dire c'est peut-être pour le mieux au final artistiquement. Voilà, à un moment on avait pensé faire carrément avant le tournage faire toutes les scènes du Vatican dans un théâtre avec fond de théâtre en fait pour vraiment le jouer. Voilà, on sait très bien qu'on n'est pas au Vatican, on n'a pas les moyens, on va le montrer. Donc vous voyez, on était quand même dans l'idée de faire quelque chose de décalé dès le début. Donc je me suis dit bon, il faut toujours se rappeler qu'on veut faire quelque chose de décalé, même s'il y a des fois des frustrations parce que c'est pas vraiment ce qu'on voulait au moment où on tourne. Mais bon, on va essayer de se dire que c'est pour le mieux. Et au moment du tournage, l'équipe technique, ça représente combien de personnes ? Je pense que c'est, je dirais, une vingtaine de personnes. Et il y avait aussi des Mexicains, j'imagine, dans l'équipe. Donc... Ah, c'était quasiment que des Mexicains. Okay. Quasiment que des Mexicains. Il y avait une script belge, un preneur de son belge, et le reste, c'était des techniciens locaux. Donc, il y avait un peu l'obstacle de la langue aussi, avec certains. Bon, moi, je parle espagnol, mais il y avait quand même des fois, ça aidait pas forcément. La première assistante ne parlait pas français, alors que le chef-op parlait français. Du coup, on parlait en français avec le chef-op, mais elle ne comprenait pas. Donc, bon, c'est des petits détails, mais c'est vrai que ça, sur un mois très intense, ça peut compliquer un peu la façon de faire le film, quoi. Quand on voit le film, ça part vraiment aussi dans tous les sens. Hein. Ça revient sur votre côté très décalé. Réellement, votre film traite de beaucoup de thématiques, le faux semblant, les arnaques du Vatican, les cartels du Mexique. Comment vous avez essayé d'équilibrer tous ces sujets ? Ça se passe au montage, ça se... Disons que c'est un film qui voulait parler de l'absurdité, de la folie du monde, où finalement les identités peuvent se mélanger, où on ne sait jamais qui est qui vraiment, où on est un monde où tout est possible. Donc c'était un peu ça l'idée derrière. Il y avait aussi un peu en filigrane, c'est pas du tout une attaque contre l'Église, enfin je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est plutôt l'idée que le nouveau Dieu finalement c'est l'argent, et beaucoup de gens se retrouvent autour du nouveau Dieu, quelle que soit son identité en fait. Donc c'était un peu ça, c'était un film autour du nouveau Dieu, l'argent, et puis aussi de la folie de ce monde. Donc j'ai essayé de parsemer un peu, de raconter un peu ça à travers à la fois du burlesque et à la fois des répliques qui peuvent qui ont du sens, enfin je pense, mais c'est vrai que peut-être qu'à la première vision, on peut peut-être trouver que ça part vraiment dans tous les sens, peut-être qu'il y a peut-être trop de choses qui se superposent.
Et donc peut-être que c'est un film qui va gagner à être revu, et avec le temps, il va peut-être gagner en intérêt aussi pour le fait qu'il y a pas mal de petits messages qui sont passés un peu à droite à gauche, et qui sont pas forcément le cœur du film, mais qui sont abordés un peu par des biais, quoi. Et bah personnellement, moi, j'avais pas compris l'usage de la voix off par le garde suisse, donc je profite de vous avoir pour vous poser la question directement. À quoi il sert ce personnage et pourquoi il narre l'histoire? Alors, il y a une question très pratique et bête, c'est qu'en fait, justement, le premier montage était assez court, il faisait 1h15 le film. Et donc, le producteur s'est rendu compte qu'en fait, on a un contrat avec Amazon qui nous obligeait à aller à 1h30. Du coup, il a fallu rallonger le film. Et donc, j'ai pensé au film Coup de tête, écrit par Francis Weber et Jean-Jacques Hano, dans lequel ils avaient le même problème. Le film était trop court, ils avaient rajouté une voix off, Patrick Devers. Et c'est en fait, le film avait beaucoup gagné avec la voix off, en fait, parce que du coup, on était beaucoup plus avec le personnage principal, et le film est vraiment bien, et je pense que la voix off a beaucoup aidé. Donc c'est parti d'une contrainte technique à finalement arriver à quelque chose artistiquement mieux. Moi, dans mon cas, c'est pas tout à fait la même approche. Ce qui était ressorti de la première projection qu'on avait faite en bout à bout du film, c'est que on perdait, les spectateurs n'arrivaient pas à rentrer dans ce film un peu trop fou. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut rajouter une voix off de quelqu'un d'un peu normal qui amène le spectateur, qui le prend par la main et qui lui dit, voilà, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est qu'une histoire que je raconte moi. Ce que vous voyez ne s'est peut-être pas passé, mais voilà, c'est mon récit. Okay. Ce qui nous donnait aussi une liberté et qui aidait peut-être le spectateur à se dire, bon, ils sont pas tous tarés dans le film, il y a quand même quelqu'un qui nous parle qui a l'air à peu près normal. Et donc, il nous prend par la main, il nous raconte une histoire, tout en disant à un moment, je vais dire à la voix off, bon, dans la réalité, c'était très spectaculaire, mais là, je raconte mal. Donc, en fait, ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui s'est passé non plus, et il le dit le narrateur. Donc, je me suis dit que ça pouvait être, comment dire, un fil conducteur du film, même si sa voix off n'est pas centrale du tout. Elle est quand même un petit fil conducteur qui ouvre et qui ferme un peu ce conte un peu fou. Donc, c'était pas une idée initiale, mais c'est plutôt une idée qui s'est rajoutée en cours de route. Ok, parce que moi, je me disais du coup, est-ce qu'il y aurait pas pu avoir une version cinéma et une version plus longue pour Prime, si du coup il y avait ce problème des 1h30 à atteindre automatiquement. Mais donc vous étiez quand même beaucoup plus content de cette version avec la voix off. Oui, je pense quand même qu'elle est mieux. Elle est quand même mieux, même si cette voix off peut sembler un peu peut-être bizarre, parce que c'est pas dans le ton de la comédie, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir ça. Et puis ça permet de donner un peu une perspective au film aussi autre, et de clore le film un peu différemment. Voilà, disons que c'est pas non plus un film contre l'Église, et le narrateur le dit à la fin, en fait. Il raconte qu'il a gardé. Je vais pas dévoiler au spectateur. Ouais. Mais voilà, enfin, en tout cas, elle me permet aussi d'amener une conclusion, et voilà, dire que ce film n'est pas juste une folie un peu absurde. Il y a aussi, j'espère qu'il y a quand même un peu un fond derrière et qu'on peut y trouver un fond, si on le veut bien. Est-ce que Jean Bréa, le producteur, lui, il est passé sur le tournage? Ah oui, il était là sur le tournage. Oui, il était là tout le temps. Et à ce moment-là, il n'avait pas de retour déjà? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, lui, il veillait à ce que les délais soient tenus. Il était plus un peu dans un rôle de producteur inquiet qu'on dépasse les délais pour de tels tournages, parce qu'on passait des fois d'un décor à l'autre avec d'un timing très très serré. Donc c'était des fois très compliqué d'arriver à tout faire rentrer dans la journée. Donc lui, il était plus inquiet qu'on dépasse, de la logistique, du temps qu'on allait passer à telle scène, s'il y avait quelque chose qui marchait pas. Voilà, il fallait qu'on arrive à régler le problème rapidement pour pouvoir finir la journée sans payer d'heures supplémentaires aux techniciens. Et du coup, quand est-ce que les frictions avec le producteur et le distributeur The Joker, elles ont débuté? Est-ce que c'est au moment des premières projections tests que vous avez évoquées? Je dirais pas qu'il y a eu vraiment, il n'y a pas eu des grosses frictions. C'est juste que la première projection, le distributeur a voulu qu'on fasse des modifications, mais alors justement on était à 1h15, nous on a voulu rallonger alors que le distributeur n'était pas sur un problème de durée. Nous on avait ce problème de durée qui s'est rajouté. Le distributeur n'était pas contre une sortie, mais plutôt une sortie, petite sortie. Il parlait pas de sortie technique. Et c'est ensuite, quand il y a eu le deuxième montage, là, finalement, ils ont changé d'avis. Ils ont dit que ça serait une sortie technique. Pour nous, on le sortira pas dans beaucoup de salles.
dans très peu de salles. Du coup, voilà, il n'y a pas eu vraiment de friction. Il y a eu des divergences sur le montage avec le producteur. C'est-à-dire que il y avait toutes sortes de complications du fait que moi aussi j'ai dû être absent parce que je m'occupais à cette époque-là du Moyen-Orient pour l'AFP. Et donc j'ai eu à gérer le 7 octobre au Moyen-Orient. J'étais basé à Chypre. Et donc le montage a été fait par un monteur dans son coin pendant 2 mois. Et ensuite, quand on a fait une projection, moi on a essayé de retravailler un petit peu pendant quelques jours. Et quand on a fait une projection, on a vu que ça marchait pas. Le film avait du mal à trouver un ton en fait. Donc là, le producteur est parti plus de son côté en disant je vais faire un montage différent par quelqu'un et moi je continue dans mon coin à faire un montage depuis Chypre. Donc ça a été des complications comme ça en fait, pratiques aussi, c'est que j'étais pas nécessairement physiquement avec le monteur initial. Et donc après, il y a eu 2 montages différents, il a fallu après arbitrer, quelle scène on rechange, etc. Donc c'est là où il y a eu un peu de tension, mais sans non plus que ça soit à couteau tiré, pas du tout. C'était plutôt des discussions. Et donc c'était compliqué parce que moi j'étais en train de gérer une évacuation de journalistes de Gaza, et de leur famille. Donc j'avais des gens en danger de mort tous les jours au téléphone et qui comptaient sur moi pour les sortir de là. Donc c'était très très dur parce que j'avais cette priorité aussi et le film en parallèle qu'il fallait que j'arrive à terminer. Donc c'était une période très dure. Il a fallu jongler sur tous les sujets là du coup. Et donc The Jokers qui avait acheté les droits de distribution du film, on l'a dit, a sabordé donc entre guillemets la sortie du film le 13 août dernier puisqu'il était visible que dans 7 salles au tout début. Ça explique en partie le faible score du film. Je crois qu'on était à un peu plus de 400 entrées depuis sa sortie. Je ne sais pas si ça a beaucoup augmenté depuis. Bon, petite fierté, Estelle et moi, on a été dans les premiers spectateurs puisqu'on était dans la région de Valence et on a pu découvrir le film au Ciné-Planète de Romans-sur-Isère quasiment le jour de la sortie. Je ne vous cache pas qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle puisqu'on n'était que 2. Vous, quel regard vous portez sur cette sortie dite technique du film ? Je peux comprendre l'objet. Enfin, le film qu'on a fait est tellement décalé. Je peux comprendre un distributeur qui se dit mais quel est le public pour ce film-là et donc sortir un film c'est cher. Il faut faire de l'affichage. C'est que ça coûte en gros 200 000 € pour que les gens entendent parler du film avant la sortie. Donc c'est quand même très cher. Il faut vraiment se dire derrière est-ce qu'il y aura assez d'entrées pour le rentabiliser. Donc je comprends la logique du distributeur qui se dit il n'y a pas un public pour ça, un film comme ça. Je ne vais pas prendre de risque. Et les gens ne vont pas beaucoup au cinéma, enfin de moins en moins. Donc les distributeurs, globalement, je ne te parle pas pour Joker, mais globalement, il y en a beaucoup qui ne vont pas bien du tout financièrement. Donc faire le choix de sortir un film, c'est compliqué. Donc quand un film n'a pas coûté cher comme le mien, et quand le minimum garanti, c'est-à-dire la somme que le distributeur doit donner au producteur pour avoir eu le droit de distribuer le film, quand le montant n'est pas très élevé, la tentation pour un distributeur, c'est de ne pas sortir le film. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus dans les années à venir, c'est que des films peuvent peut-être potentiellement passer à la trappe parce qu'ils n'ont pas coûté suffisamment cher pour qu'il faille absolument les sortir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis. Il s'est passé ça chez la Warner avec le film Bad Girl qui n'est pas du tout sorti alors qu'il a été complètement fini. Voilà. Donc là, moi, c'est un peu le danger de ces petits films, en fait. C'est que moins ils coûtent de l'argent, en fait, plus c'est facile de les mettre sous le tapis parce que finalement, il n'y a pas tellement d'enjeux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis de l'argent dedans. Donc, il n'y a pas de raison particulière. Donc là, en l'occurrence, je pense que le distributeur n'a même pas payé le minimum garanti. Ça a arrangé avec le producteur pour ne pas le payer. Et donc, en fait, ça ne lui a rien coûté, en gros. Donc, ce qui est un peu curieux et amusant, c'est que du coup, vu le buzz autour du film, en fait, on est passé de 5 salles à 30 salles à la demande des exploitants. Que le distributeur l'a proposé aussi à plus de salles, à des salles, parce qu'il avait été pas du tout proposé. Là, ils ont carrément proposé à toutes les salles de le prendre. Donc, il y a une démarche qui est un peu totalement inédite, c'est-à-dire que le film est plus exposé qu'au début. Et donc, on était à plus de 2000 entrées, je crois, il me semblait. Mais bon, je n'ai pas les derniers chiffres. En tout cas, voilà, il y a eu un phénomène un peu étrange avec des gens quand même qui sont allés le voir, des gens qui sont allés le voir déguisés en pape, en évêque. Il y a des gens qui ont fait des kilomètres, quelqu'un qui a fait 500 km pour aller voir le film, qui nous a raconté. Il y a eu des phénomènes un peu incroyables autour du film à une époque où tout est à portée de clic, des gens qui se déplacent pour voir un film, ça devient un phénomène presque. Donc, il s'est passé des choses très, très amusantes et très drôles et enfin, très, très, très satisfaisantes de mon point de vue aussi autour de ce film. Donc,
voilà, a passé la déception de ne pas le voir projeté. Et il y a aussi maintenant plein de choses positives qui apparaissent. Donc je me dis il a un parcours totalement différent depuis le début, ce film, et peut-être qu'il trouvera son public avec le temps. On ne sait pas. Alors moi j'avais une question, j'ai vu Le Cochon de Gaza aussi, on a vu d'ailleurs Le Cochon de Gaza et on s'est dit, on retrouve dans l'écriture et la mise en scène de Papa Mobile plein de choses qu'il y avait un peu aussi dans Le Cochon de Gaza. Alors comment est-ce que vous expliquez une telle différence de réception entre les deux films? Il y a quand même des fils qu'on retrouve dans les deux. Et ça serait quoi les films? Sur l'humour un peu décalé, sur le fait de parler d'un sujet un peu sérieux mais en même temps sous un côté humoristique. Le côté aussi, je pense que Le Cochon de Gaza, il n'y avait pas non plus un très gros budget dessus. Moi je pense à certains moments de gêne aussi, de la mise en scène de certains moments de gêne qu'on retrouve dans Papa Mobile et qu'on retrouvait dans Le Cochon de Gaza. Il y a des choses que moi je trouve vraiment mimétisme quoi. Ouais, je veux bien le croire, effectivement. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'aime bien parler de l'absurdité. Donc c'est un film absurde avec un côté conte, une image un peu qui a un certain charme, une certaine beauté dans l'image, je pense. Enfin, j'aime bien aussi que ça soit un voyage qui puisse être beau dans un sens. Il y a le côté des fois provoque qu'il y avait dans Le Cochon de Gaza, et là il est aussi présent clairement dans une ou deux scènes. Donc c'est vrai qu'il y a ce parallèle. Moi j'aime bien parler du monde d'aujourd'hui, mais à travers un biais un peu qui peut ressembler à un conte, une fable, un peu décalé. Et c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire. Le film Cochon de Gaza est peut-être un peu plus naturaliste. Celui-là, il est quand même plus dans l'absurde et dans la folie, en fait, avec j'ai mis en scène des narcos qui sont, on dirait des danseurs disco. Enfin, ils ont des costumes, elle a des costumes très, très flamboyants. On est un peu dans l'excès, mais ça parle un peu de l'époque aussi, quand même, en filigrane, quoi. C'est un peu à chaque fois la même chose. Avec un petit côté, effectivement, on sort un peu de la comédie classique. On va un peu provoquer le spectateur, on va un peu le secouer à certains moments. Mais donc, ça peut pas être aussi une question de public qui a plus... je sais pas, ce côté poétique, par exemple, qui pouvait toucher dans Le Cochon de Gaza, peut-être qu'on n'arrive plus à le ressentir avec l'époque ambiante dans Papa Mobile. Je sais pas, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on m'a fait beaucoup la remarque que Le Cochon de Gaza, aujourd'hui, on pourrait sans doute pas refaire un film pareil. Et je veux bien le croire, en fait. Qu'il y avait quand même que le film est trop sensible, il peut faire peur, il peut inquiéter. Je pense qu'on aurait du mal à refinancer un Cochon de Gaza aujourd'hui, je pense. Les gens auraient peur de le fabriquer. Et peut-être que Papa Mobile aussi dérange par certains aspects. Je sais pas trop pourquoi, mais peut-être que je sais pas vraiment la raison, en fait. Je pense qu'il est sur différents niveaux de, comment dire, on sait pas trop où on met les pieds, et ça, je pense que les gens, ça peut les inquiéter aussi, et les gens du milieu aussi, de pas trop savoir dans quel film ils sont, quoi. Est-ce que c'est un film, c'est une comédie romantique? Est-ce que c'est un film un peu, comment dire, un peu absurde? Est-ce que c'est un film qui peut gêner, qui peut déranger? On est un peu sur tous ces plans-là à certains moments du film, et donc ce mélange des genres peut-être dérange. Bizarrement. Donc je sais pas, j'ai du mal à expliquer mais en même temps, pour l'instant, les critiques ont été venues surtout de gens qui ne l'avaient pas vu, donc c'est aussi un peu difficile d'analyser exactement. J'attends de voir. Il y a quelqu'un qui a fait une remarque assez amusante, qui a fait un post sur LinkedIn qui a dit c'est Papa Mobile contre l'IA. Et en fait, ils ont dit c'est vraiment le film que l'IA ne pourra jamais faire. Parce que tellement décalé, tellement impossible. Et ils disaient c'est génial qu'il y ait encore du cinéma comme ça où on ne pourra jamais écrire ça avec un ordinateur, un algorithme. C'est impossible. On est dans quelque chose de totalement humain avec tous les défauts que ça peut avoir. Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle comme analyse du film. Donc voilà, c'est quelque chose qui sort des sentiers à tous les niveaux, c'est sûr, et donc ça peut déranger un spectateur. C'est pour ça, je pense quand même avec le temps, peut-être que les gens ils l'auront peut-être vu et un peu à digérer, il y aura des scènes qui pourront peut-être exister par elles-mêmes et plaire à des gens sur le long terme. Mais au début, je peux comprendre la surprise et que cet assemblage un peu disparate de scènes d'humour avec un manque de moyens évident peut sembler déconcertant et voire dérangeant. Ça, je peux très bien le comprendre. Mais comme je disais, il y a quand même, pour moi aussi, il y a quand même une forme de poésie là-dedans. C'était aussi l'idée, qu'il y a quand même malgré tout une sorte de poésie qui doit se dégager de l'ensemble.
Et à partir donc de l'article du Canard enchaîné, la presse, elle s'est empressée de parler du film en cette période calme du mois d'août pour l'actu. Télérama, Le Parisien, Libération et d'autres encore ont écrit sur Papa Mobile. Est-ce que vous avez aussi lu ces articles ? J'ai pas tout lu, mais j'en ai lu certains, oui, bien sûr. J'en ai lu pas mal. J'ai pas vu ce qui était dit à la télé, mais j'ai vu qu'il y avait énormément ça déclenchait beaucoup de commentaires et donc d'intérêt. Voilà, après, c'était souvent négatif, mais je me dis que le film va peut-être exister aussi parce qu'il a démarré d'une telle façon négative que peut-être qu'au final, il va gagner petit à petit l'affection des gens, j'espère. C'est un peu mon idée. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un tel déluge de critiques et voilà, sur un film qui finalement n'est qu'un film, hein, ce n'est que du cinéma, et puis c'est un tout petit film avec tout petit budget, avec un acteur qui s'est connu, qui s'est quand même mis, qui a accepté de faire ça sur ses vacances, de venir tourner un film comme ça sur ses vacances au lieu d'aller au bord de la mer. Donc voilà, on est parti d'une bonne volonté générale, d'une envie de faire ce projet. Donc quand on s'est ramassé cette vague au début, c'était un peu déstabilisant, mais au final, je me dis que c'est peut-être pour le mieux au final. Et d'ailleurs, Cadmerade, du coup, comment vous l'avez contacté ? Qu'est-ce qui fait qu'il a accepté ce tournage ? Il avait beaucoup aimé Le Cochon de Gaza. Donc quand je lui ai envoyé le scénario, on s'est rencontrés, et puis voilà, je lui ai dit on aimerait se faire ce film avec toi, parce que je voyais qu'il pouvait jouer à la fois un migrant et un pas français. Il avait, je pense, cette capacité. Je l'avais adoré dans Baron Noir. Et donc il s'est embarqué avec nous. Et puis voilà, après, il a compris, vu aussi petit à petit qu'il n'y aurait pas du tout les moyens. Et il a toujours dit, je le fais quand même, c'est pas grave, je le fais. Donc ça, c'était quand même assez magnifique de sa part. C'était pas du tout évident. Surtout que le film, on voyait que c'était quand même quelque chose d'un peu différent qu'il allait faire. La fameuse scène qui dérange, il a accepté de la tourner sans du tout rechigner, ce qui n'était pas du tout évident, parce que je pense qu'il y a des acteurs qui auraient refusé de faire cette scène. On dit juste ça concerne des doigts de pied, mais oui, on n'en dit pas plus, voilà. Donc on ne peut pas dire plus. Mais voilà, il a vraiment joué le jeu complètement, et voilà, il a accepté que ça soit un tournage très intense parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on essaye de faire ce film ensemble. Donc il a été très généreux dans sa démarche. Je trouve que c'était vraiment chouette de voir ça. Donc voilà, donc c'était un peu surprenant après de se prendre cette vague de critiques comme si ce film était l'incarnation du cinéma français, de la dérive du cinéma français actuel, alors que pour nous c'est un objet à part, différent de tout ce qu'on peut voir dans l'écriture, et c'est bien dans la réalisation, dans la production. Donc c'était un peu étonnant que ça soit le paratonnerre de toutes les critiques contre le cinéma français, alors que c'est pour nous un film totalement à part. Et justement, Cadmerade, on l'a pas beaucoup entendu, lui, à propos de tout le bruit que ça a fait. Est-ce que vous en avez parlé avec lui du buzz, de ce buzz, de la sortie du film ? Est-ce que vous savez un peu ce qu'il en pense ? Est-ce que vous avez pu échanger ? Il est passé totalement à côté de la polémique. Là, il était en vacances, il ne regardait pas du tout le réseau. Et ensuite, il a pris ça un peu aussi dans la tête, parce que c'était quand même aussi lui qui était un peu sur la sellette avec moi, mais quand même presque plus lui. Donc c'était un peu dur, mais quand il a vu l'émission Quotidien, il m'a envoyé un message pour dire que c'était super et que voilà, il était satisfait. Quand il a vu le dernier montage du film, il a dit qu'il était prêt à le défendre dans les médias, donc il était prêt à expliquer et raconter un peu ce projet différent. Donc là, je pense qu'il va pas reprendre la parole prochainement là. Voilà, il s'est prêté au jeu, il a complètement été partant pour le faire et pour le défendre. Donc c'est quand même déjà une très bonne chose. Voilà, sur la polémique, il n'a pas fait plus de commentaires que ça, quoi. Il était un peu surpris aussi que ça prenne une telle dimension, mais je pense qu'il s'expliquera là dans les prochains jours, parce que je crois qu'il va aussi au Festival de La Rochelle. Ok, c'est sûr que certains journalistes lui poseront la question. Mais en fait, ce que je lui ai dit aussi, et je le pense sincèrement, c'est que tous les grands acteurs populaires sont passés par une période où ils se font allumer sur un film. Et moi, je pensais à Louis de Funès pour La Soupe aux choux, par exemple, où tout le monde avait dit que c'était un navet, c'était nullissime, etc. Maintenant, ça fait partie de la filmographie de Louis de Funès, et il est culte.
Et donc, je dis, c'est presque un passage obligé de certains grands acteurs populaires d'un moment d'être allumés, d'être descendus en flèche, puis après, les gens vont finalement dire, ah, quand même, quel courage il a eu de faire ce film, complètement décalé, etc. Puis finalement, les gens, avec le temps, l'adorent. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un phénomène comme ça avec ce film-là. Et donc, voilà, je pense que c'est un peu un parcours d'un acteur populaire. C'est un peu obligé à un moment d'être comme ça, attaqué injustement, mais qu'au final, je pense que l'affection envers lui sera plus grande encore, je pense. Le film sera donc disponible aussi sur Prime. Vous savez dans combien de temps? Je pense qu'elle sera au printemps. Ok, au printemps prochain, donc on pourra le découvrir à la maison. Et il va aussi sortir en Belgique et en Allemagne. Est-ce que vous êtes paré pour ces sorties? J'ai pas des dates, donc je sais pas encore trop quand ça aura lieu. Oui, je suis pareil pour les sorties. Après ce qu'on a vécu en France, je pense pas que ça puisse être pire. Non, je pense qu'il aura un intérêt. En Allemagne, le Cochon Gazelle avait beaucoup marché, donc je pense que le public allemand, il sera peut-être un peu plus réceptif, en tout cas au tout début, lui dire à l'idée d'un film totalement décalé, peut-être, sachant que j'avais fait autre chose dont ils se souviennent peut-être, je pense là-bas. On verra. Voilà. Je pense que il faudra c'est peut-être l'erreur d'ailleurs sur cette sortie, en fait, c'est que le distributeur aurait peut-être dû clairement expliquer quel est ce film, en fait. Et si on avait expliqué que c'est un film vraiment un peu de niche dans un sens différent, et on le présente comme ça, je pense qu'il aurait pu avoir une sortie et avoir un public. Mais là, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui a pu le déranger. Enfin, il n'y a pas eu cette démarche de fait d'expliquer les contraintes qu'il y a eu derrière, et ce qui a rendu le film peut-être un peu, ils n'ont pas su quoi en faire à cause de ça aussi, peut-être, parce qu'ils n'ont pas su non plus peut-être expliquer ce qu'est ce film. Et quand le spectateur arrive en sachant un peu ce qu'il y a derrière, déjà, je pense qu'il y a des choses qui seront plus drôles à regarder, parce qu'on sait le manque de moyens, on sait ce que ça raconte derrière. Je pense que il faut que ça rentre un peu en connivence avec le spectateur. Ce film a besoin de la connivence du spectateur, et je pense que la connivence, elle s'obtient aussi en racontant comment il a été fabriqué. Je pense que c'est ça qui a manqué, je pense, et je pense que le distributeur aurait dû l'axer là-dessus, sans se dire, il n'y a pas un public pour ça. Il y a sans doute un public, mais il faudrait vraiment dès le début dire, c'est un film qui a pâti de ça, mais on vous le montre quand même, et si vous voulez voir, ça sera, sachez-le, c'est comme ça qu'il a été fait, et c'est ça ce qu'il y a derrière. Ouais, préparer le spectateur. Un petit peu, ouais. Et est-ce que vous connaissez The Room de Tommy Wiseau? Vous connaissez ce film? Parce que c'est un film qui est devenu hyper culte aux États-Unis. Il y a des immenses communautés de fans qui se sont créées autour. C'est un peu les séances de minuit, et donc il y a des gens qui viennent pareil, déguisés en Tommy Wiseau, qui joue aussi dans le film. Il le réalise, et il l'a fait de sa poche, tout ça. Il y a même eu un film dessus sur le tournage. Si je vous dis dans 20 ans, Papa Mobile, c'est le The Room français, est-ce que ça vous fera plaisir? Oh ben oui. S'il peut être vu et s'il peut générer des moments où les gens se rassemblent et rigolent, c'est merveilleux. En fait, l'idée, c'est quand même de rassembler des gens, qu'il se passe des choses dans la salle. Donc, il y a eu des projections lumineuses, on m'a raconté vraiment il y avait des réactions, les gens riaient, etc. Je pense que si les gens le revoient plus tard, ils le connaissent et ils réagissent, comme il y a eu pour le Rocky Horror Picture Show ou des projections Grand Rex comme ça, où il y a des gens qui interagissent avec le film dans la projection. Moi, je trouve ça génial. Donc, si ça peut être le cas pour le Papa Mobile, moi j'en serais ravi. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est de rencontrer un public et de générer un certain bonheur, quoi. Alors après, voilà. Moi, j'ai pas vu The Room. Alors, je sais pas à quel degré il a été fait de ratage entre guillemets, mais en tout cas, s'il peut rencontrer un public qui apprécie pour ce qu'il est et le côté décalé, j'en serais ravi. Regardez-le et on en reparlera de The Room. C'est vraiment très, très drôle à voir aussi. D'ailleurs, je pense que c'est un peu notre regret qu'on a aussi avec Estelle, c'est d'avoir découvert le film dans une salle vide, puisqu'il y avait que nous deux. Donc, pour l'émulation avec le public, tout ça, on n'y a pas eu le droit. Donc, il faudrait qu'on se refasse une séance avec du monde, quoi. Avec les fans. Ouais, et ça joue beaucoup, effectivement. Alors, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que le buzz de Papa Mobile vous aidera à faire un 3e film? Est-ce que peut-être vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Alors oui, j'ai un autre projet que j'essaye de faire, qui est allant aux antipodes de Papa Mobile. C'est un film, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sur un événement de la Résistance qui n'est pas du tout connu. Et donc là, c'est un film plutôt sombre, un peu
dans la lignée l'Armée des Ombres. Enfin, dans un idéal, ça serait un peu dans la lignée de l'Armée des Ombres. J'espère que j'arriverai à le monter. Mais effectivement, j'ai un autre film qui est prêt, qui est le scénario quasiment fini pour raconter totalement autre chose. Là, vraiment, on n'est pas du tout dans la comédie. Ok. C'est un film assez dur. Intéressant. J'espère qu'on n'attendra pas 14 ans cette fois On va le voir entre plus les vite. deux. Non, j'espère bien. J'espère bien. On verra comment le milieu réagit à Papa Mobile et si on me permet d'en faire un troisième, j'espère. On termine toujours dans la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Wow. Bonne question. Bah, je vous laisse le temps de réfléchir. Dans les comédies, bon, c'est pas récent, mais il y avait Les Nouveaux Sauvages, le film argentin. Excellent film. Ouais. Excellent film. Donc voilà, dans les films d'humour qui me parlent, c'est ce genre de film un peu noir, mais très très drôle. Donc voilà, un film que j'ai vu récemment, c'est ça. Là, j'ai revu L'Armée des Ombres récemment, que j'ai totalement adoré. J'avais déjà vu, mais voilà, pour préparer mon prochain projet. Voilà, ça c'est des films qui sont c'est des films qui intemporels et qui ont une force incroyable. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder ce genre de chef-d'œuvre. C'est des modèles. Hein. Donc voilà, Papa Mobile sera dans une autre case, mais voilà, il aura peut-être son existence à lui aussi différente que ces monuments du cinéma. Mais il faut de tout dans le cinéma aussi. Donc, je pense qu'un petit film qui fait du bien peut avoir aussi beaucoup de valeur en fait pour un spectateur. Merci beaucoup Sylvain Estibal d'avoir répondu à toutes nos questions et en toute sincérité, c'est ça qui nous a aussi le plus plu. Si vous avez loupé Papa Mobile en salle, il sera donc bientôt de retour sur Prime, donc aucune excuse pour rater ce futur film culte. Merci. Can she be late for her cinema show?